La question de l'avenir de la Crimée, c'est un débat sans fin. La région a été annexée par la Russie en 2014 et l'Ukraine n'a jamais abandonné l'idée de la récupérer un jour. Sans parler des intérêts de chaque pays ou de géopolitique, c'est en fonction de sur quoi vous basez votre raisonnement que votre avis va changer. Pour schématiser, il y a 3 tendances principales. Si vous réfléchissez en termes de légalité, la Crimée devrait plutôt être ukrainienne. Si le plus important pour vous c'est qui contrôle la péninsule et qui y vit actuellement, la Crimée devrait plutôt être russe. Mais si pour vous le plus important c'est qui historiquement y vit et qui s'y fait persécuter maintenant, la Crimée devrait plutôt être indépendante ou ukrainienne. Aujourd'hui, je vous propose de se pencher sur tout ça. Au-delà de voir comment la péninsule s'est fait annexer par la Russie, on va s'intéresser à son histoire et voir les rapports qu'elle entretient avec l'Ukraine et la Russie. Comme pour le dernier épisode, l'objectif c'est de vous proposer une vision assez globale pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et vous donner envie de creuser si le sujet vous intéresse. Bonjour à tous et bienvenue sur Factuel. Pour commencer, la Crimée c'est ce territoire au sud de l'Ukraine et à l'ouest de la Russie. C'est une péninsule de 27 000 km², peuplée par 2,2 millions de personnes. Elle est entourée par la mer Noire et la mer d'Azov et n'est reliée au continent que par un seul endroit, juste ici, au sud de l'Ukraine. Pendant des siècles, la Crimée est habitée par plusieurs groupes et est gouvernée par les Tatars de Crimée, un peuple turcophone qui va devenir majoritaire. La région se fait rattacher à l'Empire russe en 1783 et à ce moment-là, les Tatars de Crimée représentent 90% de la population. Et déjà à l'époque, la prise de la Crimée, c'est un événement très important pour la Russie. Une des ambitions historiques de la Russie a toujours été de s'étendre vers le sud. La Russie, c'est un pays immense qui a accès à plusieurs océans, mais à aucun qui ne gèle jamais. Et pour être une puissance mondiale, avoir une flotte puissante, c'est essentiel depuis des siècles. C'est d'ailleurs surtout grâce à sa flotte que le Royaume-Uni a dominé le monde pendant longtemps. La Russie a plusieurs flottes, dans plusieurs mers, mais toutes ces bases navales sont à des endroits où l'eau gèle l'hiver. Et avoir ces navires bloqués par la glace plusieurs mois par an, c'est pas super pratique. Quand la Crimée devient russe, la péninsule est le territoire le plus au sud du pays. En plus de ça, elle est entourée par la mer Noire, une mer qui ne gèle pas, et qui est directement reliée aux autres océans par la Méditerranée. Pour couronner le tout, les eaux profondes qui bordent les côtes sont une condition idéale pour un port militaire. La Crimée, c'est l'endroit rêvé pour les ambitions maritimes de la Russie. Et à partir de 1772, ça se concrétise. L'Empire russe entame la construction d'un port militaire au sud de la péninsule, la base navale de Sébastopol. Quand je vous dis que c'est important pour la Russie d'avoir un port militaire en eau chaude, dites-vous que la construction du port commence alors que la guerre pour le contrôle de la péninsule n'est même pas finie. Dès qu'elle est opérationnelle, la base de Sébastopol devient la base navale russe la plus importante. Aujourd'hui, c'est encore le cas, et c'est toujours la seule qui permet à la flotte russe de naviguer sans être contraint par la glace. Vous pouvez déjà comprendre pourquoi la Crimée, c'est une région aussi importante pour la Russie. À côté de cet aspect stratégique, c'est la démographie qui nous intéresse. Entre la prise de la Crimée par la Russie et la fin du 19e siècle, énormément de Tatars vont fuir la péninsule pour l'Empire ottoman. En un peu plus de 100 ans, on estime qu'environ 800 000 Tatars ont quitté la région. En parallèle de cet exode, l'immigration en Crimée de Russes, d'Ukrainiens et d'Allemands est favorisée par l'Empire russe. Les Tatars de Crimée, qui représentaient 90% de la population en 1783, ne représentent plus que 35% de la population en 1897. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Crimée est occupée par l'Allemagne, puis est récupérée par la Russie. Le bilan est catastrophique, la péninsule a perdu presque la moitié de ses habitants, surtout des Ukrainiens et des Russes. Les Tatars de leur côté ne sont pas les plus touchés et sont toujours environ 200 000 à la fin de la guerre. Staline les accuse d'avoir collaboré avec les Allemands et en punition, il décide de tous les déporter. L'intégralité de la population tatare, soit 238 500 personnes, sont envoyées de force à l'autre bout de l'Union soviétique, surtout en Ouzbékistan. Cette décision est prise en 1944 et du jour au lendemain, les Tatars de Crimée ont complètement disparu de la péninsule qu'ils ont occupée pendant des siècles. Et cette déportation, c'est un nettoyage ethnique particulièrement brutal. Les autorités laissaient 30 minutes à chaque personne pour récupérer leurs affaires avant d'être entassés dans des trains. L'organisation est en plus de ça chaotique et fait que la moitié des déportés vont trouver la mort dans les mois et les années qui suivent. Jusqu'aux années 80, il n'y a plus de Tatars en Crimée. Des colons russes et ukrainiens ont pris leur place et quand ils sont autorisés à revenir à partir de 1986, les Tatars repartent à zéro. Et à leur retour sur la péninsule, la Crimée a changé plusieurs fois de statut. Avant 1945, la Crimée c'est une république autonome au sein de l'URSS. Elle avait ce statut puisqu'elle était habitée par une minorité nationale, les Tatars de Crimée. Mais comme ils disparaissent en 1944, la Crimée devient une simple région russe. En 1954, la Crimée est transférée de la Russie à l'Ukraine pour célébrer un anniversaire entre les deux pays et pour des raisons pratiques.
Dans les faits, ça change pas grand-chose, on est toujours dans l'URSS, mais ce transfert a quand même un sens. Vu que la Crimée et la Russie sont séparées par la mer, c'est logistiquement plus simple que la Crimée dépende de l'Ukraine, à laquelle elle est directement reliée. Pour les dirigeants soviétiques, que l'Ukraine s'occupe du développement de la Crimée, ça a plus de sens. Dans les documents de l'époque, on voit aussi que ce choix est justifié par des liens plus forts entre la Crimée et l'Ukraine qu'entre la Crimée et la Russie. Et même si elle devient légalement ukrainienne, la Crimée reste majoritairement peuplée par des Russes. La russification est encore passée par là, et lors du transfert de 1954, les Russes représentent 70% des habitants de la péninsule. Et ils vont garder cette importance jusqu'à la chute de l'Union soviétique, moment où la situation devient très tendue en Crimée. L'indépendance de l'Ukraine fait que pour la première fois depuis 1783, la Crimée n'est plus contrôlée, d'une manière ou d'une autre, par la Russie. Pendant quasiment 200 ans, la Crimée a subi une russification intensive, et on est passé d'une population tatare ultra-majoritaire à une absence totale de ce peuple. Quand l'Ukraine devient indépendante, les Russes sont majoritaires en Crimée depuis presque 100 ans, et les Ukrainiens représentent entre 10 et 30% de la population depuis aussi longtemps. Avec la chute de l'Union soviétique, une partie des Russes qui vivaient en Crimée retournent en Russie, et à l'inverse, les Tatars de Crimée reviennent massivement. Ils représentaient 1% de la population en 1989, et en 2001, plus de 10%. Les Russes en Crimée ont, eux, perdu leur importance numérique. 200 000 Russes ont quitté la péninsule, et les Tatars de Crimée sont de retour. La communauté russe pèse donc moins qu'avant, elle représente 60% de la population totale. Et tout ça ne plaît pas trop à la Russie. Céder la Crimée à l'Ukraine en 1954, c'était une décision administrative et symbolique. À l'époque, ça n'enlevait pas à Moscou son contrôle de la péninsule, et les dirigeants soviétiques n'avaient pas envisagé que ça le puisse un jour. Maintenant que la Russie n'a plus ce territoire, elle ne peut plus protéger ou avantager les Russes en Crimée, et surtout, elle perd sa base navale la plus importante, la base de Sébastopol. Comme je vous l'ai dit plus tôt, cette base, c'est le cœur de la flotte militaire russe. Après des tensions entre la Russie et l'Ukraine sur qui doit récupérer la flotte de la mer Noire, un accord est trouvé en 1995. La flotte est partagée entre les deux pays et la Russie est autorisée par l'Ukraine à conserver la base navale de Sébastopol. La base de Sébastopol est toujours en Crimée, donc en Ukraine, mais la Russie est autorisée à la louer jusqu'en 2017. Mais du coup, l'avenir de cette base dépend vachement de qui est président en Ukraine. Viktor Yushchenko, président jusqu'en 2010, annonce qu'en 2017, c'est fini pour la flotte russe à Sébastopol. Son successeur, Viktor Yanukovych, le président qui est tombé à l'Euromaïdan, autorise lui la Russie à rester jusqu'en 2042, voire 2047, s'il le souhaite. En 2014, les manifestations pro-Maïdan et pro-russes ont aussi lieu en Crimée. Sans surprise, les Tatars de Crimée se montrent plutôt pro-Maïdan et les Russes se montrent plutôt pro-russes. La différence entre les manifestations dans le Donbass et en Crimée, c'est qu'en Crimée, la Russie va tout simplement décider d'annexer la région. Je vous le rappelle, le 21 février 2014, le président Yanukovych vient de fuir l'Ukraine. Un nouveau gouvernement est formé, mais on est encore dans une période de transition. La situation n'est pas stable et l'armée ukrainienne est mal organisée. Pour la Russie, c'est le contexte idéal pour annexer la Crimée. Tout commence le 27 février 2014, en pleine nuit. Deux groupes de militaires russes quittent la base de Sébastopol et débarquent à Simferopol, la capitale de Crimée. Ils prennent d'abord le contrôle du Parlement, et le lendemain, l'invasion complète de la Crimée commence. La Russie fait débarquer des milliers de soldats sur la péninsule, sans que le gouvernement et l'armée ukrainienne ne réagissent vraiment. Très rapidement, toute la péninsule et les institutions politiques sont contrôlées par l'armée russe. Le 16 mars suivant, les Criméens sont invités à participer à un référendum sur l'avenir de leur région. Le résultat est clair, 96,77% des votants se disent favorables à un rattachement de la Crimée à la Russie, et c'est donc ce qui est immédiatement fait. Mais le résultat de ce référendum n'est reconnu par quasiment aucun pays dans le monde, et l'occupation de la Crimée est condamnée par une grande partie de la communauté internationale. Que ça soit le référendum en soi qui est illégal ou son déroulé, rien n'est réuni pour que d'autres pays acceptent la décision de la Russie. On sait que l'armée russe a contrôlé le déroulé du référendum, que certains ont été forcés à voter, bref, vous avez compris. Avant son annexion par la Russie, le sondage dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo sur le Donbass a aussi été réalisé en Crimée. D'après ces résultats, 41% des Criméens sont favorables à un rattachement à la Russie en février 2014. Même si ça représente moins de la moitié de la population, ça reste le résultat le plus élevé de toute l'Ukraine. On peut douter de l'exactitude de ce sondage, mais on peut au moins noter la différence énorme entre ces 41% et les 96,77% annoncés par la Russie. Depuis son annexion, la Crimée est, de fait, redevenue russe. Mais logistiquement, c'est pas si simple que ça. Si la base de Sébastopol a permis à l'armée russe d'envahir le reste de la péninsule,
La péninsule reste, elle, détachée du reste de la Russie. Cette difficulté géographique fait que même si la Russie investit beaucoup d'argent en Crimée, la vie y est extrêmement chère. Comme tout doit être importé par bateau ou par avion, la plupart des produits coûtent aussi cher qu'à Moscou. Pour remédier à ça, la Russie a achevé en 2018 un pont qui la relie à la Crimée, le plus long d'Europe. Ça permet d'importer par train ou par camion des produits, et surtout, ça la relie physiquement à la Russie. Pourtant, même avec ce pont, les prix n'ont pas baissé. La plupart des Criméens sont obligés de produire eux-mêmes une partie de leur nourriture, et pour ça, ils ont besoin d'eau. C'est ce qui nous amène à un des plus gros problèmes de la Russie en Crimée, l'eau. 85% de l'eau potable utilisée en Crimée vient normalement du canal de Crimée, le plus complexe réseau d'irrigation d'Europe. Et ce réseau, il est alimenté par le Dniepr, un fleuve ukrainien. L'Ukraine a donc le contrôle sur l'approvisionnement en eau de la Crimée, et à tout moment, elle peut fermer le canal et assécher la péninsule. Avec une dépendance aussi forte à l'Ukraine pour l'eau, la Russie doit trouver d'autres solutions. On sait que depuis 2019, le canal est quasiment arrêté, et que le nord de la Crimée fait face à une sécheresse massive. La Russie a promis des projets comme désaliniser l'eau ou creuser des forages, mais à long terme, la situation n'est pas tenable. C'est pour ça que le 24 février 2022, soit le premier jour de l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe a repris le contrôle du canal et l'a tout de suite remis en service. Si la Russie met autant d'efforts et de moyens en Crimée, c'est bien qu'elle veut en garder le contrôle. Depuis 2014, la russification a aussi repris en Crimée. Une partie des Tatars et des Ukrainiens ont fui vers l'Ukraine, et ceux qui sont restés se font systématiquement persécuter. Les lieux de culte sont fermés, l'usage de l'ukrainien est interdit, et les Tatars sont nombreux à être emprisonnés pour des prétextes terroristes. Comme pour la vidéo sur le Donbass, je pense que c'était important de dédier une vidéo entière à la Crimée. Je voulais pas me limiter au déroulé de l'invasion ou à l'intérêt stratégique de la région, mais voir aussi comment elle a évolué. Encore une fois, le but n'est pas de vous inculquer un avis préfet, mais de vous donner des éléments pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Dans le prochain épisode, on va enfin s'intéresser à l'opinion publique russe et voir ce que pensent les Russes de cette guerre. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les suivants. Je vous dis à la prochaine sur Factuel.